La pauvreté gagne du terrain, c'est le constat des associations qui interviennent pour aider les plus démunis. Et c'est le thème de notre émission de ce soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On en parle. Et on commence par un chiffre, 18,3% des habitants du Languedoc-Roussillon vivent en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième région la plus pauvre de France, juste derrière la Corse. En France, 13,2% de la population vit en dessous de ce seuil de pauvreté. Je rappelle qu'il s'établit à 949 € par mois pour une personne seule. Une nouvelle étude ce matin indique qu'un Français sur 5 a connu la pauvreté dans les 5 dernières années. Sur le terrain, cela se traduit par un recours de plus en plus important aux associations pour le soutien qu'elles procurent. Parmi les domaines les plus connus, il y a l'aide à l'alimentation, le logement d'urgence notamment, mais pas seulement. Je rappelle que depuis le 1er novembre, c'est la trêve hivernale des expulsions. Nous allons en tout cas tenter de faire un état des lieux de cette pauvreté dans la région et particulièrement dans notre département, l'Hérault. Nous tenterons aussi d'évaluer ce qui peut être fait pour améliorer les choses. Quelles solutions sont déjà proposées par les associations mais aussi par les pouvoirs publics, notamment en matière de logement. Sur ce plateau, 6 invités. D'abord Emmanuel Fagnoux, bonsoir. Bonsoir. Délégué départemental du Secours catholique. En face de vous, Judith Husson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle inclusion sociale et égalité des chances à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Hérault. Et puis Polo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu sur ce plateau l'an dernier. Vous représentez ce soir les enfants de Don Quichotte. Oui. Et puis Jean-Louis Granger, bonsoir. Bonsoir. Un habitué aussi, la Banque alimentaire de l'Hérault. Françoise Vézinet, bonsoir. Bonsoir. Présidente des Restos du Cœur dans notre département. Enfin, Jean-Pierre Belair, bonsoir. Bonsoir. Du Secours populaire de l'Hérault. Emmanuel Fagnoux, la semaine dernière, le Secours catholique publiait son dernier bilan annuel. Alors, ce n'est pas la seule association à fournir ce type de document, mais ce rapport fait apparaître une hausse de 10% de fréquentation de vos centres d'accueil. On est même à plus 30% sur les 2 dernières années. Ce sont des augmentations ordinaires ou exceptionnelles ? Exceptionnel, qu'on explique probablement par la crise qui est arrivée il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc on redoutait un afflux massif de personnes dans nos accueils. Malheureusement, on l'a constaté sur le terrain, sur tout l'Hérault et à Montpellier en particulier. Pour les Restos du Cœur, François Vézinet, est-ce qu'on est dans les mêmes proportions ou est-ce que c'est un petit peu moins? Plus oui. 10%, plus 30% sur 2 ans, c'est un petit peu moins? Moins de 30%, mais sur les 2 dernières années, nous avons constaté aussi une demande très importante. Et peut-être à l'inverse, je dirais que nous, c'est la ruralité qui particulièrement c'est les gens qui vivent en milieu rural qui se sont particulièrement déplacés pour demander une aide alimentaire. Donc ça veut dire vraiment une diffusion de la précarité dans tout le département. Et pas uniquement effectivement dans les grandes villes sur lesquelles on met plutôt l'accent, où on parle plutôt, nous, médias aussi de notre côté. Du côté, on continue le tour de table, du côté du Secours populaire, on a ce même type de chiffres en augmentation sensible. On est à peu près dans ce genre de chiffres, 30%. Avec des variantes entre la ville et la ruralité, effectivement. Je dirais que nous, on a eu peut-être le constat inverse, c'est à Montpellier en particulier, que l'afflux a été colossal. Donc, même les grandes villes, y compris Montpellier, effectivement. Il y a eu un tsunami, un assaut de nos antennes très, très important. Très important. Au niveau de la banque alimentaire Jean-Louis Granger, j'imagine que là c'est pareil, la demande des associations sont plus importantes et que donc les collectes doivent être elles aussi plus importantes. Je rappelle qu'au niveau de la banque alimentaire, vous fournissez effectivement des produits, des denrées à beaucoup d'associations. On fournit, on est le fournisseur de 120 associations dans l'Hérault. Associations et centres communaux d'action sociale. La croissance du nombre de bouches à nourrir, en 24 mois, pour nous, ça se traduit par plus 13%. Et depuis le 1er janvier, plus 5%. Donc le même constat que les autres personnes autour de la table, une très très nette augmentation. Surtout qu'on était sur un palier depuis plusieurs années jusqu'à l'automne 2008. Et on a vu brutalement les courbes décrocher et se mettre à grimper assez régulièrement. Et même constat que pour les Restos du Cœur, il y a une montée des communes qui sont dans le nord du département qui est extrêmement important.
les villes comme Bédarieux, Saint-Pons, etc. Enfin, les villes moyennes du Languedoc-Roussillon et en particulier de l'Hérault augmentent très très nettement. D'accord. Après, donc la pauvreté s'intensifie dans ces lieux-là. Vous parliez de la crise comme un des phénomènes expliquant effectivement cette augmentation. Est-ce que c'est la seule, sans se lancer forcément dans des énormes polémiques politiques ou de choix politiques? Il y a le taux de chômage qui est très élevé dans notre région, dans notre département. Françoise Vézinet, il y a d'autres explications que la crise et que effectivement une région qui est toujours très très pauvre, la Languedoc-Roussillon? Je pense qu'il y a le coût de la vie. Il y a le coût de la vie qui augmente et qui n'est pas suivi par le coût des salaires ou le coût des minima sociaux. Et il y a le logement. Le logement qui a fait un bond énorme et qui a précipité beaucoup de gens dans des difficultés. Donc je pense que c'est multifactoriel et qu'il y a effectivement plusieurs causes qui peuvent intervenir. Oui, on va écouter Polo, puis après on est de votre agent Jean-Louis Granger. Votre avis justement sur cette dégradation de la situation? Moi je pense que c'est une conjonction entre les effets de la crise, l'augmentation de la précarité. Par exemple, le logement qui nous touche plus, nous, en tant que Don Quichotte, on voit bien que les demandes qui sont présentées par le secteur privé, comme 3 mois de fiches de paye, des CDI, des garants, pas plus d'un tiers pour le loyer, pas plus d'un tiers des ressources pour le loyer. Lorsqu'on se retrouve proche ou au seuil de pauvreté, ça propose des loyers qui n'existent pas sur la ville. Et donc les personnes se retrouvent coincées. Alors il y a pas mal d'efforts qui sont faits de tous les côtés. Et moi ce que je voulais dire, c'était que la force sur laquelle on peut compter, c'est l'immense engagement des équipes qui sont consacrées à ces assistances humanitaires, quelles qu'elles soient. Et c'est en fait, il faut faire attention parce que les gens sont vraiment dévoués, compétents, extraordinaires. Si vous allez les rencontrer, vous tomberez sur des gens magnifiques, des bénévoles, émouvants, magnifiques. Et ça, devant l'augmentation des besoins, et par contre les ressources qui restent les mêmes, les gens sont au bout d'eux-mêmes, et ça finira par craquer. Jean-Louis Granger, vous vouliez intervenir? Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vient de dire Françoise Vézinet, c'est que il y a le coût du logement, effectivement, mais il y a l'augmentation d'une manière générale des dépenses incompressibles, que ce soit le logement, l'électricité ou d'autres moyens d'énergie pour chauffer ou pour faire la cuisine. Il y a aussi les assurances, il y a énormément de dépenses, le remboursement d'emprunts, et particulièrement les emprunts pour les consommateurs qui reviennent très cher. Donc, si vous voulez, vous avez tout un lot de dépenses qui, ces dernières années, ont augmenté. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une augmentation phénoménale des personnes qui vivent seules et qui se retrouvent avec un très petit revenu à gérer pour des femmes, à gérer un budget avec des enfants qu'il faut nourrir. Quand vous avez la conjonction déjà des deux, ça fait beaucoup. Troisième et dernier phénomène, pour revenir sur ce que disait Polo, c'est que effectivement, si on voit monter les effectifs des personnes que l'on aide dans le monde rural, c'est pas par hasard. Les gens n'arrivent plus à payer les loyers sur Montpellier, ils déménagent, ils vont à Ganges, ils vont ailleurs, et là ils se retrouvent dans une situation inextricable parce qu'il faut quand même venir travailler à Montpellier, et ça fait de l'essence, des voitures, etc. Jean-Pierre Belair. Oui, moi j'irais tout à fait dans ce sens-là. En particulier, on constate dans nos statistiques une espèce d'inversion, c'est-à-dire que le rapport des enfants par rapport à la totalité des personnes aidées, il était très important. Or, maintenant, il a tendance à s'équilibrer.
Ce qui revient à dire qu'il y a beaucoup de personnes isolées qui viennent frapper à notre porte. Donc le visage de la pauvreté, il a énormément changé. Il n'y a plus un archétype de pauvreté. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Là, on parle de chiffres et de choses comme ça. Ça me fait toujours peur. Il ne faut pas transformer la précarité en statistique. Moi, je vois le moment où on va se réjouir que l'augmentation de la pauvreté aura diminué de 0,1% en un mois. Vous voyez, il ne faut pas qu'on rentre dans cette banalisation. C'est pas une statistique, la pauvreté. Hein. Nous, on connaît ce sont des personnes. Hein. Et vous rencontrez tous les jours, c'est vrai que nous on a des repères statistiques, mais il ne faut pas, s'arrêter là, effectivement. Je le comprends, mais si vous voulez, quand j'entends qu'on se réjouit d'une diminution de la progression de 0,1%, je me dis on est complètement à côté de la plaque là. Hein. Emmanuel Fagnon et puis Françoise Vézinier. On écoutera après aussi Judy Tusson qu'on n'a pas encore entendu sur la question du logement. Oui, un phénomène qui aggrave la situation de pauvreté, enfin le basculement d'une personne qui ont des revenus très, très, très justes, c'est aussi la faible progression des minima sociaux. On a d'un côté, comme vous disiez tout à l'heure, une augmentation du coût. On sait que le loyer augmente, on sait que le transport, aller en voiture au travail ou utiliser le transport en commun, ça augmente. L'énergie a fortement augmenté. Facture EDF, facture Gaz de France, on l'a vu. Et les minima sociaux, bizarrement, augmentent très peu. Ils augmentent très légèrement, mais très très peu. Et nous, dans l'étude qu'on a fait, alors c'est vrai qu'on est basé sur des statistiques, mais pour essayer de voir la réalité d'une personne, on s'est rendu compte qu'il y a une équation totalement impossible entre les dépenses incompressibles, logement et des choses comme ça. Nous, on a montré dans notre étude que pour une personne moyenne, si on peut dire, il manque 100 à 150 euros par mois pour vraiment arriver à boucler les fins de mois, et encore en n'ayant pas de dépenses de voyage, de culture, loisirs, etc. Le strict vital, le minimum vital, quoi. Voilà. Donc les personnes sont en déficit chronique de 100 euros par mois. Si les minima sociaux étaient un peu plus adaptés à la réalité sociale en France aujourd'hui, on aurait moins fortement ce décalage. Françoise Vézinier. Oui, je pense aussi qu'il y a un autre facteur, ce sont les retraites. Les retraites qui n'augmentent, elles, pas non plus au prorata de l'augmentation du coût de la vie. Et des retraités que vous venez... Et des retraités qu'on ne voyait pas venir parce que c'était pas dans leur démarche, c'était pas dans leur habitude de venir demander une aide alimentaire. On les voit arriver dans nos centres de distribution parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés et les charges fixes qu'on évoquait tout à l'heure sont incompressibles et leurs retraites ne leur permettent plus de pouvoir faire face à leurs dépenses. J'aimerais qu'on parle un peu de logement. On avait convié le directeur de la Vitarel. Malheureusement, c'est pas qu'il ne voulait pas venir, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Il avait une réunion très importante ce soir à la même heure. Judith Tusson, vous gérez ces questions de logement et notamment de logement d'urgence au niveau de la direction départementale de la cohésion sociale. Est-ce qu'on en fait assez? On n'a pas beaucoup parlé pour le moment de ces personnes en très grande difficulté, très grande précarité que sont les SDF, mais aussi des gens qui ne peuvent pas forcément se loger, qui vont dans les logements d'urgence. Est-ce qu'on en fait assez dans l'Hérault? Est-ce qu'on peut se loger, on peut loger tous les plus précaires dans notre département? Ou est-ce que c'est une utopie, hein? Juste un petit rappel, la direction de la cohésion sociale travaille donc sous l'égide du préfet dans le département et donc nous sommes les services de l'État et donc on a vocation à appliquer la politique de l'État. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tout un dispositif d'hébergement pour les personnes en très grande difficulté. Hein. Quand on parle d'hébergement, c'est de l'hébergement assisté. Les personnes sont entourées de travailleurs sociaux. Donc on a environ 400 places dans le département de l'Hérault, y compris des places dites d'urgence pour pouvoir accueillir des gens très rapidement. Mais sur la période hivernale, puisque là on va connaître des températures plus fraîches, là depuis le 15 novembre, on met en place un dispositif particulier qui permet de dégager des places supplémentaires. Donc une centaine de places supplémentaires sur un premier niveau de froid et en cas de grand froid, encore 40 places supplémentaires. Alors ensuite, les personnes qui sont en situation d'hébergement, vous parliez tout à l'heure de la diversité des situations individuelles et ça, il faut savoir le traiter. Il y a certaines personnes qui auront besoin d'un appui long, lourd, compliqué, qui cumulent des difficultés de santé, d'emploi, de logement. Il y en a d'autres qui peuvent rencontrer des difficultés plus ponctuelles et être capables rapidement d'accéder à un logement.
Donc par rapport à ça, on a plusieurs dispositifs possibles. Il y a ce qu'on appelle la réserve préfectorale qui permet au préfet de reloger dans les HLM et logements sociaux des personnes en grande difficulté. En concertation bien sûr avec les bailleurs sociaux, on travaille avec eux sur ce sujet. Et on propose, dans le cadre du grand chantier national pour l'hébergement et le logement, qui a été lancé en 2008 par le secrétaire d'État apparu, de nouveaux dispositifs qui doivent faciliter cet accès au logement. Donc il y a ce qu'on appelle l'intermédiation locative dans le privé, qui permet à des bailleurs privés de louer à des associations qui elles-mêmes reloueront à des personnes en difficulté. Donc ça permet une sécurité pour le bailleur et pour les personnes, ça leur permet petit à petit de devenir autonomes et d'acquérir leur premier logement. On va reparler de ces mesures, puis on demandera les réactions aussi par rapport à ces mesures-là, par rapport aussi au droit opposable au logement, qui est la loi Dallot qui avait été votée en 2007. On va en dire un mot tout à l'heure. On fait une courte pause, on se retrouve dans un instant. Dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Le Festival international du cirque Medrano s'arrête à Montpellier. Vous pourrez assister à de fabuleux numéros à vous couper le souffle. Les trapézistes Flying Star, les cascadeurs à moto Diorios, les fameux tigres de Sibérie ainsi que les éléphants d'Asie et d'Afrique. Rendez-vous sous le chapiteau du cirque Medrano au Parc Expo de Montpellier du 16 au 21 novembre. Info et résa par internet et point de vente habituel. La malnutrition tue chaque année 4 millions d'enfants avant leur 5e anniversaire. Pourtant, l'accès à une alimentation suffisante et adaptée est un droit fondamental pour tous les enfants. Des solutions existent partout dans le monde. L'UNICEF lutte pour sauver les enfants. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'alimentation chez les enfants à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but ? Mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, nous avons choisi d'être bénévoles. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous ? TV vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour présenter toute l'actualité vidéoludique du moment. Retrouvez des invités de marque qui testent les dernières sorties, des reportages exclusifs dans les coulisses des jeux vidéo et bien d'autres rubriques pour vous éclater et vous donner envie de jouer. Et ça, c'est seulement dans Gaming TV. Deuxième partie de cette émission consacrée à la pauvreté croissante, notamment dans notre département et notre région. Sur ce plateau, toujours avec nous, Françoise Vézinet pour les Restos du Cœur, Jean-Louis Granger de la Banque Alimentaire, Emmanuel Fagnoux du Secours catholique, Judith Husson de la Direction départementale de la cohésion sociale, Jean-Pierre Belair du Secours populaire et Polo pour les enfants de Don Quichotte. On était dans la question du logement il y a un instant, juste avant la pause. On parlait effectivement des mesures qui ont été décidées notamment par Benoît Apparu, vous en parliez. Il y a quand même une difficulté visiblement dans cette recherche toujours de logements sociaux. C'est, même si
vous privilégiez maintenant la signature de bail avec le privé. Hein. Vous avez expliqué les nouveaux dispositifs. Est-ce que d'abord, ça fait 1 an et demi que ce dispositif est mis en place, que vous essayez, au-delà des logements sociaux qui sont attribués au préfet, d'aller un peu plus loin, de trouver d'autres logements, y compris privés? Est-ce que ça marche d'abord? Et est-ce que dans les villes comme Montpellier, qui sont au niveau logement très tendu, et puis au niveau du prix de la location aussi très tendu, est-ce qu'on arrive à trouver des logements privés qui soient accessibles au niveau des personnes en difficulté? Alors comme le dispositif est relativement nouveau, ça marche et on progresse chaque année. Là, on est à environ 300 logements captés. À Montpellier, il y a un partenariat qui a été mis en place entre l'association GAM et la mairie de Montpellier via un système qui s'appelle Solibail. On peut trouver facilement des informations sur Internet sur ce dispositif. Une association qui avait visité le préfet l'année dernière. Hein. Voilà. C'est à cette occasion qu'il avait visiblement dévoilé ce dispositif-là. Tout à fait. Donc grâce au travail de GAM et à la ville de Montpellier, on a pu capter pas mal de logements sur Montpellier. Mais en revanche, il y a des secteurs comme Béziers et Sète où on n'a pas du tout encore lancé le dispositif. Donc on a besoin à la fois d'associations qui se sentent compétentes et solides pour travailler sur ces sujets, et également de propriétaires privés qui soient volontaires pour louer dans ces conditions. Est-ce que ça marche, Paulo? Est-ce que ça... Bon, c'est des dispositifs, il y a des lois, il y a la loi Dallot, je le rappelais, il y a la loi SRU aussi, hein, qui impose maintenant aux logements neufs d'avoir une part de logements sociaux, c'est dans la loi. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment appliqué? Est-ce que c'est une loi qui est vraiment appliquée? Il y a deux choses. Je voulais juste un tout petit peu rebondir sur le logement privé social. On connaît, on a des points de repère ici pour comprendre ce que c'est. On pense au Cévennes, au Petit Bar, la Paillade Nord, la Cité Phobos. On sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, un propriétaire privé, il peut avoir une fibre humaine, mais il n'est pas là pour faire du social. Il est là pour gagner sa vie. Et les nouveaux dispositifs qui sont mis en place, est-ce qu'ils permettent... À mon avis, on n'a pas fini de réfléchir pour la mise en place de cette expérience. Je pense aussi que les Restos du Cœur ont une expérience de 15 ans. Donc, voilà. Et dernière chose, juste la loi SRU, qui est l'héritage que l'abbé Pierre nous a tous laissé. 20% de logements sociaux dans toutes les communes de plus de 5000 habitants. Cette loi n'est pas respectée. Et elle n'est pas respectée, y compris dans l'agglo. Et ça fait que la couronne de l'agglo, les choses sont en train de changer, mais il a fallu tordre des bras. La ville de Montpellier les respecte, mais effectivement pas toutes les communes de l'agglo. Voilà. Et ça contribue très artificiellement à faire grimper le prix des loyers par une tension sur la demande. Donc il est absolument nécessaire de continuer à tordre les bras des communes qui refusent d'appliquer, oui, et même les augmenter, les doubler, les tripler, et de construire chez eux, avec leur argent, du logement social. Françoise Vézinet, puis après Emmanuel Fagnoux, on fera intervenir aussi Jean-Pierre Belair après. Oui, Emmanuel Fagnoux, pardon. Françoise Vézinet, excusez-moi. C'est vrai qu'à une échelle très modeste, nous faisons de la location sous location depuis 15 ans maintenant au Restos du Cœur. Et l'abord des propriétaires privés est toujours difficile. Et je voudrais vraiment que le regard sur les gens précaires change. Parce que quand vous allez voir un propriétaire privé, vous vous présentez Restos du Cœur, et on vous dit derrière, vous allez me mettre un délinquant, quelqu'un qui aura un comportement asocial, etc. Donc ce n'est pas ça. Les gens qui sont en recherche d'un logement sont tout à fait des gens comme vous et moi, mais qui ont des difficultés économiques. Et donc il faut vraiment que ce visage change et que les propriétaires n'hésitent pas à louer à des gens précaires ou à des associations qui se feront les intermédiaires avec eux. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile sur une ville comme Montpellier de trouver des loyers compatibles avec les ressources des gens que nous essayons d'aider. Emmanuel Fagnoux. Oui, je voulais conforter ça. C'est vrai que nous, dans nos accueils, on a beaucoup de personnes qui ont un peu de ressources, mais qui n'arrivent pas à trouver de loyer correspondant. Là, ce matin, j'étais avec une personne qui, son mari est décédé, elle n'a pas encore eu la retraite de son mari, etc. Elle doit trouver un logement, elle paye aujourd'hui 800 €. Il faut qu'elle trouve un logement de 400 €, d'après le calcul de son budget, pour qu'elle vive de manière pérenne dans ce logement. Aujourd'hui, dans Montpellier et pas mieux ailleurs dans le reste du département, on ne trouve pas de logement à ce tarif-là par rapport à ces personnes, quoi. Et je voulais juste citer un chiffre. On a une densité
densité du parc social sur le Languedoc-Roussillon, qui est de 45 pour 1000 habitants, alors que c'est de 70 en France en moyenne. Donc on est quasiment à 60% de la moyenne française. Donc on voit tout de suite pourquoi il y a des problèmes au quotidien. Jean-Pierre Belair, un avis sur cette question ? Je ne peux pas réellement donner un avis dans la mesure où le Secours populaire n'intervient pas vraiment. N'intervient pas dans ce registre. Par contre, j'ai entendu quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord de la part de Françoise Vézinet. C'est ces gens qui souffrent de précarité, immédiatement, ils souffrent d'un déficit de considération, d'un déficit d'image. Et c'est peut-être encore plus terrible. Parce que ça leur ferme toutes les portes. Même des portes que financièrement peut-être ils pourraient atteindre, ça leur ferme des portes. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et à mon avis, c'est ça le plus grave. C'est que la pauvreté, je reprends là une phrase de Bernanos, la pauvreté elle est devenue sale. Et ça c'est inadmissible. La pauvreté c'est pas sale. C'est de la dignité offensée et c'est pas sale. Et je crois que ça faut le dire et le redire parce que l'homme se nourrit pas seulement de pain, mais de considération, de reconnaissance, d'avenir, de choses comme ça. Et il faut le redire. Alors, on va le redire, mais je vous propose un petit reportage avant, justement pour rencontrer ce public qui pousse la porte de vos associations. Alexandre Grélier a poussé aussi, lui, la porte du Secours catholique. C'était le 9 novembre dernier. Regardez. Chaque jour, plus d'une centaine de personnes franchissent cette porte. L'accueil de jour du Secours catholique est ouvert tous les matins et après-midi de semaine. Ici, les plus démunis peuvent bénéficier d'un petit déjeuner, d'un espace pour se laver, d'un café chaud ou plus simplement d'un peu de chaleur humaine. Je suis un jeune qui fait la route et ça me permet de pouvoir me nourrir et passer mon temps la journée. Oui, c'est un lieu de rencontre, c'est des moments agréables avec les autres et qu'on partage tous ensemble. Avec les usagers et les bénévoles ? Avec les deux, oui. Des bénévoles très sympathiques avec qui on peut parler, avoir toutes sortes de discussions. Ça permet de se libérer. Les bénéficiaires ne sont pas tous sans domicile fixe, loin de là. En Languedoc-Roussillon, 15% des personnes aidées par l'association ont même un emploi. La crise économique n'a épargné personne. En 2 ans, la pauvreté s'est étendue à tous les domaines de la population. On a une grosse partie des personnes qui sont tout à fait habillés convenablement, qu'on ne pourrait pas du tout identifier comme en difficulté si on les croise place de la Comédie ou dans n'importe quelle rue de Montpellier. Maintenant, c'est des personnes qui effectivement ne sont pas trop dégradées, prennent soin d'elles. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est des personnes qui ne sont pas en difficulté, c'est des personnes qui sont isolées, c'est des personnes qui sont en général aussi en grande souffrance, et qui trouvent dans ce lieu-là un endroit où ils sont écoutés, où ils sont accompagnés et où ils peuvent se poser. Un travail sans fin, le nombre de situations accueillies par l'association a progressé de 10% entre 2008 et 2009. Les premiers chiffres pour 2010 laissent craindre à nouveau une augmentation de plus de 15%. La pauvreté donc qui gagne du terrain, nous l'avons dit, mais est-ce une fatalité? La réponse n'est pas simple, mais je vous pose quand même la question, Françoise Vézinet, pour commencer. Que faire pour améliorer les choses en la matière? Écoutez, il y a ce qu'on appelle vraiment l'urgence. Quand on fait de l'aide alimentaire au Restos du Cœur, c'est vraiment de l'urgence. C'est vraiment permettre aux gens de se nourrir à peu près correctement ou de faire des économies sur la nourriture pour pouvoir payer d'autres factures. Mais le maître mot, je pense que c'est quand même l'accompagnement et c'est tout ce qu'on peut faire à côté de ces aides d'urgence pour permettre aux gens qu'ils ne restent pas isolés, parce que si on reste isolé, là, c'est la dégringolade complète. Rien que de l'accueil, comme on vient de le voir. Tout à fait. Donc, l'accueil, le soutien, leur dire que c'est encore possible, leur permettre de pouvoir se laver, de pouvoir changer de linge, etc. Tout ça, c'est fort important. Au Resto du Cœur, on a une petite action aussi qui est rendez-vous au cinéma, où on leur permet de pouvoir continuer à aller au cinéma, parce que ça aussi, je pense que l'homme a besoin de se distraire pour garder un petit peu le moral. Donc le maître mot, à mon avis, c'est accompagnement, écoute, accueil. Polo, votre avis, quelle solution pour justement sortir de ce cycle infernal d'augmentation de la pauvreté? C'est très difficile de présenter une solution.
Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est un observatoire du logement. C'est-à-dire étendre notre réseau dans toutes les communes de la région et de faire le recensé de tous les logements vides pour ensuite tâcher de trouver une solution pour chacun. Ça va peut-être aider, peut-être, on espère. Et ça coûte pas d'argent. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je pense que la solution, c'est déjà d'avoir un regard de dignité sur la personne qui se retrouve du mauvais côté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est absolument fondamental. C'est une phrase qu'on ressort souvent, c'est que la pauvreté n'a pas à s'accompagner de souffrance. C'est la double peine. Hein. Il n'y a aucune raison. La pauvreté n'est pas une déchéance, c'est un accident de la vie. Et qui c'est qui peut se dire à l'abri d'un accident de la vie? Personne. Donc en fait, la personne qui se retrouve dans la purée, dans la panade qu'on n'a pas envie de voir parce qu'elle rappelle un état qui nous fait peur, cette personne-là, ça peut être nous. Demain, après-demain, dans 10 ans, ça peut être nous, il y a 10 ans. Mais les gens qui ont été dans la misère et dans la rue ne l'oublient jamais. Jean-Louis Granger, votre avis sur tout ce qui a été dit, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais justement sur les solutions possibles pour améliorer la situation. Nous, à la Banque Alimentaire, on n'a pas de solution miracle. Hein. Ce qu'on peut constater, c'est quand même, on est dans une société qui, globalement, est très égoïste et très individualiste. Donc, ce que prône la Banque Alimentaire, c'est plutôt d'aller dans le sens contraire et de partager. Nous, on a mis en place une solution qui consiste à aller récupérer dans les grandes surfaces les produits qui n'ont pas été vendus, ou parce qu'il est arrivé dans la nuit de nouveaux produits, les grandes surfaces s'en débarrassent, et plutôt que de les mettre à la benne, elles nous les donnent. Alors ça fait un peu moins de gâchis dans notre société, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu faire à notre petite échelle, mais j'ai pas grand espoir sur l'évolution à court terme de la pauvreté en France en général et dans notre région en particulier. Jean-Pierre Belair. Compliqué comme question, hein, c'est sûr. Hein, trouver des solutions, c'est jamais simple en la matière. C'est compliqué comme question. Il y a quand même quelques éléments de réponse, je pense. D'abord, la cause. On parle de cohésion sociale. Moi, je me rends compte que les extrêmes s'écartent de plus en plus. Alors, jusqu'à quand, moi je parle là en tant que bénévole, jusqu'à quand on va réussir à recoller les morceaux? Et faut-il s'obstiner à recoller les morceaux? Et c'est un peu le sentiment du bénévole qui se dit, mais on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Donc il y a une solution dans la fin d'un individualisme forcené, à tous les niveaux, et puis structurellement, il faut peut-être que les extrêmes se rapprochent. On peut réussir à faire coller des gens qui ne sont pas trop loin les uns des autres, mais sinon c'est pas possible. Et j'en profite parce que justement, si on n'a pas cette possibilité, en fait on aide les gens à survivre, point à la ligne. Or il faut une vie, il faut raccommoder leur destinée qui a été abîmée. Alors, c'est un appel, et je pense que là tout le monde le partage, un appel à bénévoles. Il faut être plus nombreux. Sinon, on n'y arrive pas. On ne fait que survivre. De soutien, et ça effectivement, c'est l'une des clés aussi pour recoller les morceaux. Bien sûr, mais il faut avoir du temps. Et Emmanuel Fagnou, assez rapidement. Oui, c'est vrai qu'en amont, nous, le rôle de nos associations, c'est d'offrir un accompagnement bienveillant et donner la dignité aux personnes. C'est ce qu'ils demandent en premier. Mais je crois qu'aussi, notre rôle, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, ou ceux qui ont le système. Les minima sociaux, comme je disais, sont pas assez élevés aujourd'hui. On sait que le RSA n'est pas assez incitatif. On a beaucoup travaillé avec Martin Hirsch là-dessus, mais on sait qu'il n'est pas assez incitatif. On a aussi le problème des emplois qui sont de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des contrats très précaires, en intérim ou en CDD, dès qu'il y a des problèmes économiques, ils sont supprimés. Et on a des gens qui tombent dans la précarité. Bon, il y a plein de messages à passer aux
au préfet et au ministre, mais bon, c'est pas forcément votre mission du soir. En tout cas, la politique que vous indiquez va continuer, va être... Il y a d'autres choses dans les cartons de Benoît apparus à votre connaissance, où on continue sur le fait de pérenniser comme ça et de trouver des solutions durables pour les... On est vraiment sur le logement d'abord. Simplement, ce que je voulais ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de l'accompagnement des bénévoles, il y a aussi l'accompagnement des professionnels, et notamment ces personnes ont des droits auxquels elles doivent pouvoir prétendre, donc il faut aussi qu'on les aide à accéder à leurs droits et puis à bénéficier d'un soutien dans un accès à l'autonomie progressif. Voilà. On va arriver à la fin de cette émission. Juste quelques informations sur l'actualité des uns et des autres. Je rappelle la grande collecte annuelle de la Banque alimentaire. Rappelez-nous les dates. Alors, c'est vendredi 26 et samedi 27 aux portes de 160 magasins de l'Hérault. On mobilise cette année 1200 bénévoles. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a collecté 210 tonnes l'année dernière. Depuis 15 jours, il n'y en a plus. Donc il faut faire beaucoup mieux plus cette année. Et donc 27 novembre. Une petite part de vos courses peut sauver une famille. Je rappelle aussi pour les Restos du Cœur le spectacle des Enfoirés. Ce sera du 26 au 31 janvier. Ça va se passer à l'Arena cette année, le grand spectacle annuel des Enfoirés. La location, ça démarre le 23 novembre, je crois. Absolument. C'est un moyen de joindre justement les festivités et la solidarité. Et n'oubliez pas aussi le Secours populaire, le Secours catholique qui font aussi des collectes. J'imagine il y a d'autres actualités. Là, 12 mois sur 12. Toute l'année, juste au Secours catholique, un mot. Nous, si on lance notre collecte nationale qui démarre cette semaine, mais chaque année au mois de novembre, et on essaie de se coordonner avec nos collègues associatifs, bien sûr. Voilà, le mot de la fin, il est pour Polo, très rapidement. Nous, c'est le mardi, 18h, Pérou. Voilà, c'est simple. Bon, très bien, très simple. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Prochain numéro d'On en parle, c'est mercredi prochain, 18h30. Dans un instant, c'est Téléco, présenté par Marlène Mec. Très bonne soirée.